Shingo est un petit vaurien pathétique, coincé à être un esclave de l'entreprise dans un travail banal de 9 à 5, jusqu'au jour où il se réincarne dans un autre monde et obtient le titre de guerrier noble riche, avec une multitude de femmes et de concubines. L'histoire commence avec un jeune chevalier affrontant un homme en uniforme. Paume en avant, le chevalier invoque une attaque puissante et la libère vers lui. Des pierres commencent à voler partout jusqu'à ce qu'un éclair blanc éblouisse tout le monde. Et pouf, le danger est parti comme ça. Quelques instants plus tard, un homme aux cheveux verts nommé Roderick arrive et ordonne à tout le monde de retourner au travail. Un ouvrier loue le comte Vandelin, notre personnage principal, pour sa magie si utile, en faisant remarquer qu'il a aplati tout en un instant. Bien qu'il souhaite rentrer chez lui, Vandelin accepte à contre-cœur d'aider Roderick à dégager une autre zone de rocher. Après cela, Vandelin rentre chez lui et est épuisé, mais reçoit un accueil chaleureux de 3 filles en entrant. Une fille vêtue de robe, nommée Élise, les rejoint et en s'asseyant, nous comprenons pourquoi Vandelin ne peut pas garder les yeux droits. Élise s'inquiète pour lui car il semble toujours fatigué, et Vandelin explique que Roderick l'a encore trop fait travailler aujourd'hui. Les 3 filles, nommées Lena, Louise et Wilmel, expriment que sa relation avec Roderick ne va pas bien et qu'il traite Vandelin comme un esclave. Cependant, il semble que Vandelin ne se considère lui-même pas autrement qu'un employé de bureau. Vandelin part brusquement pour changer de vêtements, et c'est à ce moment-là que nous sommes transportés dans sa vie passée il y a 10 ans, quand son existence était un véritable enfer. Un jour, il rentre chez lui épuisé comme d'habitude et s'endort par mégarde sur le canapé. Mais soudain il se réveille et force ses muscles à se lever. Il se met ensuite à préparer un somptueux dîner en 3 plats, mais avant même de pouvoir prendre une bouchée, il commence à perdre connaissance, et quelque chose d'extraordinaire se produit. Lorsque Shingo se réveilla, il se demanda où diable étaient passées ses côtes de porc, et pourquoi ce repas dégoûtant qu'il n'avait jamais vu auparavant se trouvait devant lui. En tendant la main vers un verre, il remarqua que sa main était comme celle d'un enfant, alors il prend une assiette pour regarder son reflet et voit qu'il est vraiment un enfant. Il regarde autour de lui, stupéfait par son environnement luxueux, et après quelques observations, il remarque qu'il assiste à une sorte de mariage royal. Le pauvre n'arrive pas à croire à sa chance et pense que c'est un rêve, alors il ferme les yeux et essaie de se rendormir. Mais quelques instants plus tard, son père arrive et demande ce que diable il fait en essayant de dormir à un moment comme celui-ci. Il emmène petit Vandelin pour le présenter à quelques invités importants. Cependant, étant nouveau dans cette vie, il ne savait même pas son propre nom, alors il ne pouvait pas le dire, ce qui embarrassa son père. Heureusement, son frère aîné Eric arrive à point nommé et détache l'attention de lui. Il exprime sa gratitude à tous pour leur présence au nom de lui-même et de Vandelin. Il s'avère que le mariage est en fait celui de leur frère aîné, Kirk, qui épouse la fille d'un empereur. Après son discours, Eric s'assoit avec petit Vandelin. Il dit combien leur père doit être soulagé qu'une noble fille se marie avec leur frère aîné. C'est marié dans la famille, et Vandelin demande s'ils deviennent nobles aussi. Eric explique qu'ils sont des Baumeisters, un nom respecté, donc ils sont de la noblesse authentique. Ce qui ébahit Vandelin, car il y a 5 minutes, il était juste un homme ordinaire, prêt à mettre un fusil dans sa bouche. Vandelin regarde autour de lui et pense qu'ils doivent être assez haut placés pour pouvoir organiser une cérémonie comme celle-ci, et profite de la nourriture délicieuse devant lui. Cependant, le lendemain, il est surpris par la qualité de la nourriture au petit déjeuner, en grande contradiction avec celle d'hier. Il se retrouve à manger du pain sec et de la soupe qui goûte l'eau. Vandelin regarde autour de lui et remarque que l'endroit ressemble à un refuge pour sans-abri. Donc après le petit déjeuner, il trouve Eric pour comprendre ce qui se passe. Il dit à Eric qu'il est confus car la veille, ils ont réussi à organiser une telle fête. Mais Eric explique que tout cela n'était que pour impressionner leurs invités, et en réalité ils sont si pauvres qu'ils doivent aller chez KFC lécher les doigts des autres. Blague à part, dit Eric, ils doivent maintenir leur fierté noble devant les autres. Maintenant, c'est revenu au pain et à l'eau. À cet instant, Vandelin pense qu'il aurait peut-être mieux valu pour lui d'être dans sa vie précédente. Et pour aggraver les choses, il réalise qu'il est le 8e fils, donc ses avantages sont minimes. Plus tard, Vandelin regarde une carte et voit qu'ils vivent dans le royaume de Helmut, qui a une population d'1 million. Cependant, en inspectant la carte de plus près, il voit qu'ils vivent dans le royaume des Baumeisters, qui a une population de 800, le plus petit de toute la région. Vandelin observe son environnement désolé, pensant que sa vie est vraiment foutue. Mais juste au moment où il pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, il découvre que son frère, Eric s'en va, accompagné de 2 de ses autres grands frères. Il s'avère qu'ils ont tous convenu de partir une fois que leur frère Kurt se marierait, car ils ne peuvent pas se permettre de diviser la terre entre 8. Ils cesseront d'être des nobles, mais expliquent qu'en réalité, tout dépend des compétences, donc ils s'en sortiront. Vandelin supplie de les accompagner, mais il ne peut pas car il n'est qu'un petit enfant, et c'est ainsi que ses 3 frères partent à la découverte de leur propre but dans ce monde.
Furieux et déterminé, Vandelin se dirige vers la bibliothèque pour apprendre tout ce qu'il peut afin de changer sa situation. Mais malheureusement, il ne trouve aucun livre utile. En remettant un livre à sa place, il fait accidentellement tomber une balle de l'étagère ainsi que quelques morceaux de papier. Vandelin ramasse le morceau de papier qui est en réalité un manuel d'instruction pour une boule de cristal magique. Il se moque de l'idée de la magie, mais quelque chose l'attire à continuer à lire. Il est écrit que tout le monde possède du mana, mais on dit que seulement 1 sur 10. 1000 a suffisamment de mana pour lancer des sorts magiques. Vandelin pense que tout cela n'est qu'un tas de balivernes, mais pour ne pas avoir de regrets. Il décide de faire un saut de foi et de voir ce qui se passe. Il essaie de lancer un sort magique sur la boule de cristal mais rien ne se passe. Cependant, quelques instants plus tard, la boule de cristal brille comme un arc-en-ciel, ce qui prouve qu'il a un fort potentiel pour la magie. Vandelin commence immédiatement à chercher davantage de guides magiques, mais il est soudainement interrompu par son père qui lui ordonne de jeter les stupides livres et de ramasser du bois de chauffage dans la forêt. Plus tard, il tente d'activer ses compétences magiques mais échoue lamentablement. Soudainement, un mystérieux homme apparaît et descend du néant, déclarant qu'enfin il est tombé sur quelqu'un ayant un niveau de magie comparable au sien. Comme par hasard, le séduisant inconnu n'est autre qu'Alfred Rainford. Un mage qui était l'ancien magicien de la cour du duché estimé de Blycrotor. L'une des contrées de leur royaume. Il provoque involontairement un sanglier qui se rue sur Vandelin, qui frôle la crise de nerfs. Vandelin essaie de s'enfuir, mais Alfred le saisit et lui fait face à sa peur. Le sanglier charge contre eux et Vandelin est en train de perdre ses os. Cependant, à mesure que le sanglier se rapproche, il lance un sort de vent qui le repousse complètement. Alfred félicite Vandelin pour avoir lancé son premier sort magique. Mais ce n'est pas fini, car le sanglier rouge aux yeux furieux se rue à nouveau vers eux. Cependant, Alfred le balaie sans effort d'un simple coup de doigt, montrant son magie sans faille. La mâchoire de Vandelin s'effondre, et juste au moment où il pense ne plus pouvoir être plus surpris, Alfred lâche une bombe et révèle que Vandelin est destiné à devenir un magicien, bien plus grand même que lui. Plus tard, Vandelin passe la porte de sa maison, accueilli par la vue familière de sa famille s'affairant. Le pauvre triste boit une tasse d'eau chaude, la plantée, ce qui déclenche des souvenirs du jour où Alfred lui a d'abord offert la même boisson. Il se rappelle avec amusement comment le maître de magie a réussi à faire tenir un sanglier entier dans un petit sac à sa ceinture, sans perdre de temps. Alfred rappelle à Vandelin que leurs leçons de magie commenceront le lendemain, insistant sur l'importance de garder leurs arrangements secrets. Vandelin découvre que si leur partenariat est découvert, il pourrait devenir le seigneur du village, éliminant son frère aîné égoïste de son héritage. Ce changement de pouvoir pèse lourdement sur son esprit alors que il considère les implications pour sa nouvelle famille. La première leçon de Vandelin consiste à combiner la magie d'Alfred avec ses propres capacités, visant à synchroniser leur mana. Malgré les assurances d'Alfred sur le potentiel de Vandelin, le jeune apprenti remarque le toucher anormalement froid des mains de son mentor. Entre-temps, le père de Vandelin découvre que la boule de cristal a été déplacée et soupçonne Vandelin d'y être impliqué. Cependant, il finit par rire de cette idée, pensant que son fils est une déception et manque de talent magique. Au fil des jours, Vandelin fait des progrès remarquables sous la direction d'Alfred, maîtrisant de nombreuses techniques avancées de magie. Alfred surprend même la famille de Vandelin en apportant un panier de légumes frais, disant qu'il est allé les chercher lui-même. Ce soir-là, la famille se réunit autour de la table, admirant l'abondance de légumes frais. Le père de Vandelin, de manière ludique habituelle, se moque de lui en parlant de magie pour acquérir les légumes, son rire remplissant la pièce. En revanche, le frère aîné de Vandelin reste sombre et anxieux comme d'habitude. Malgré les taquineries, leurs leçons de magie reprennent, et les capacités de Vandelin continuent de s'épanouir. Il apprend à utiliser la magie pour sentir les choses et parvient même à traquer un Oro-Oro, une créature semblable à un oiseau extrêmement rare, prouvant la valeur et la compétence de Vandelin. Pendant leur repas, Vandelin défie Alfred à un défi de wasabi. À la grande surprise de Vandelin, Alfred accepte le défi et dévore le wasabi, sans même broncher, laissant Vandelin stupéfait. Alfred Zen avertit Vandelin de ne pas s'aventurer trop loin dans la forêt et lui conseille sur les dangers de la forêt enchantée, qui est remplie de monstres. Malgré les risques, beaucoup de gens parcourent la forêt à la recherche d'herbes rares et de médicaments, mais la plupart espèrent une richesse rapide sous forme de trésors. Après le dîner, Vandelin s'entraîne à manipuler l'eau et confie à Alfred ses soupçons concernant l'espionnage de son frère aîné. Alfred comprend que la crainte du frère de Vandelin concerne ses droits d'héritage et demande à Vandelin s'il souhaite devenir seigneur. Cependant, Vandelin exprime sa réticence, préférant de ne pas se charger de telles responsabilités. Alfred suggère alors à Vandelin d'envisager le chemin d'un aventurier, semblable à son propre voyage.
De manière inattendue, une aura sombre commence à envelopper le bras d'Alfred, lui causant une douleur intense. Il réalise qu'il a encore besoin de plus de temps pour surmonter ce défi. Plus tard, Vandelin partage son aspiration de devenir aventurier avec sa famille. Cependant, son père écrase ses rêves, citant des contraintes financières qui empêchent de l'envoyer à l'Académie des aventuriers. Le lendemain, Alfred s'assoit avec Vandelin et explique que l'Académie des aventuriers est située à Branchburg, un centre commercial animé, où même les enfants peuvent rejoindre des guildes et vendre des objets de chasse pour de l'argent réel. L'excitation de Vandelin monte à la perspective de gagner suffisamment pour financer ses études. Cependant, pour être admis, il doit d'abord maîtriser le sort de voyage pour voler. Alfred démontre le sort en levant Vandelin aux dents au ciel, lui montrant une vue à couper le souffle du monde en dessous. Cette nuit-là, une aura sombre et inquiétante revient, englobant tout le corps d'Alfred et lui causant une douleur atroce. Le lendemain, en pratiquant le sort de vol, Alfred informe Vandelin que leur entraînement se terminera bientôt. Vandelin a fait des progrès remarquables et est désormais jugé prêt à entreprendre son voyage. Lors d'un repas du soir à la maison, leur père raconte une histoire glaçante des morts chuchotant dans la forêt voisine. Une créature morte vivante dotée d'intelligence, Vandelin réalise soudain que Alfred est l'un de ces êtres et se précipite à sa recherche. Alfred révèle sa vérité à Vandelin. Il est devenu l'un des morts chuchotants il y a 5 ans. Le fils aîné du précédent duc est tombé malade, ce qui a poussé le duc à se rendre dans la forêt enchantée à la recherche d'un remède. Alfred l'a accompagné pour le protéger, mais ils étaient en infériorité numérique face à une armée de 2000 monstres. Épuisé et accablé, Alfred éprouvait un profond regret qui le transforma en mort murmurante. Cependant, ces créatures passent à autre chose lorsque leurs vœux sont exaucés. Le souhait d'Alfred était de transmettre son savoir magique, un objectif qu'il a accompli. Comme ultime épreuve, Alfred instructe Vandelin à pratiquer la magie sacrée et à le purifier, mettant ainsi fin à son existence. Initialement réticent, Vandelin finit par accepter d'honorer les souhaits d'Alfred. En larmes, il suit les instructions de son maître et le purifie. Regardant Alfred disparaître dans le vide, les années passent, et un jeune Vandelin, armé de ses capacités magiques et de ses nouvelles connaissances, quitte son chez-soi avec ses affaires, se lançant dans son voyage pour devenir un aventurier. À son arrivée à l'Académie des aventuriers, Vandelin est rempli d'espoir, désireux de se faire de nouveaux amis et de commencer son nouveau voyage. L'Académie bourdonnait d'étudiants venus de toutes sortes de divers horizons, chacun montrant ses capacités magiques uniques. Louise Jolan Orlaya Overweg, la 3e fille flamboyante de la famille Overweg, démontre sa maîtrise avec des points magiques, tandis qu'Ina Suzanne Hillenbrand, la 3e fille pleine de vie de la famille Hillenbrand, excelle avec la lance. Alors que Vandelin attend nerveusement qu'on lui parle, son tour d'introduire se présente, ce qui le contrarie beaucoup. La pièce devient silencieuse lorsqu'il partage son nom, révélant qu'il est l'étudiant en magie boursier unique. Malgré cela, ses capacités magiques sont déjà équivalentes à celles des aventuriers de classe supérieure. Après cela, le professeur distribue des feuilles de papier, ordonnant aux étudiants de former des groupes alors que le entraînement commence le mois prochain. Vandelin se sent seul et isolé pendant le déjeuner, ressentant le poids de son statut de solitude au milieu du bonheur de ses camarades. Assis seul, la solitude de Vandelin est interrompue lorsque Louise croise son regard et appelle un jeune épéiste nommé Erwin von Arnim. Erwin, le 5e fils plein d'esprit de sa famille, est intrigué par les évidentes aptitudes magiques de Vandelin, l'incitant à rejoindre leur groupe. En classe, le professeur souligne l'importance du travail d'équipe pour gagner de l'argent grâce à la chasse. Erwin élabore un plan avec les filles, proposant qu'elles éclipsent Vandelin en capturant plus de gibier pour l'impressionner. Le jour de l'échange, le groupe de la hache présente fièrement un sanglier imposant. Cependant, le groupe d'Erwin vole la vedette en exhibant 3 sangliers de grande taille, dans le but de laisser une impression durable sur Vandelin. Vandelin entre en scène les mains vides, mais surprend rapidement tout le monde en sortant divers animaux sauvages de son sac magique. L'incroyable démonstration de la magie de Vandelin envoie des ondes de choc aux autres groupes, qui reculent, y compris le groupe arrogant armé de haches, qui ne peut s'empêcher de se sentir dépassé. Lorsque Vandelin reçoit ses gains, il invite les autres à se joindre à lui pour un repas, mais il se retrouva seul, l'espace vide autour de lui résonnant de sa solitude. Cette nuit-là, Erwin et les filles se confient sur leurs origines familiales, révélant comment la pauvreté a limité leurs opportunités. Dans leur famille, seuls les aînés ont droit à l'éducation et à l'héritage des terres, les laissant découragés et démotivés à poursuivre leurs rêves. Frustrés par l'injustice, Ina plaide avec passion pour se battre pour leur aspiration, tandis que Louise offre une lueur d'espoir, les encourageant à utiliser leur magie limitée pour améliorer leurs capacités physiques. Déterminée, elle décide de chasser plus d'animaux pour attirer l'attention de Vandelin.
Le lendemain, elle s'aventure profondément dans la forêt enchantée à la recherche de proies meilleures, se retrouvant entourée par une meute de loups sauvages. Erwin subit des blessures lors de l'escarmouche, mais Vendelin, utilisant ses capacités de détection magique, perçoit leur détresse et se précipite à leur aide à l'infirmerie. Après la rencontre avec les loups, Erwin et son groupe s'excuse auprès de Vendelin, se sentant indigne d'être dans son groupe. Cependant, Vendelin exprime son désir de faire partie de leur équipe, les rassurant que les deux parties se sont utilisées pour un gain mutuel. Peu après, le professeur fait une annonce excitante. Le duc de Blycroder a étendu une invitation à tous les étudiants de l'académie pour une grande fête. L'excitation envahit l'air alors que les étudiants attendent avec impatience l'événement. Cependant, le groupe armé d'Axe tente de discréditer la valeur de Vendelin, suggérant que la fête n'est qu'un prétexte pour présenter le duc à lui, ignorant l'importance des autres étudiants. Malgré les tentatives pour diminuer sa valeur, Vendelin, ainsi que le groupe d'Erwin, et les autres étudiants, se préparent pour la grande cérémonie, enfilant leurs plus beaux vêtements. À l'événement, le duc se présente sous le nom d'Amadeus Freda von Blycroder et demande la compagnie de Vendelin. Vendelin accepte, mais seulement à condition que son groupe puisse l'accompagner. En pointant vers Erwin et les filles, qui sont surpris par les demandes inattendues. En entrant dans le manoir du duc, ils sont accueillis par le magicien de cour, Brandtag Ringstadt, qui reconnaît immédiatement Vendelin comme un disciple d'Alfred grâce à son sac magique. Brandtag révèle qu'il a pu suivre la magie d'Alfred, mais elle a disparu il y a 7 ans. Après avoir confirmé son statut, Vendelin révèle que le sac contient les biens des hommes qui ont accompagné Alfred, et il exprime son souhait de les rendre. Plus tard, en dehors du palais, Erwin et les filles réfléchissent aux expériences de Vendelin. À leur surprise, il apparaît et ils avouent leurs intentions initiales de l'utiliser. Cependant, Vendelin souligne que les deux côtés avaient leur raison, et il souhaite sincèrement former un groupe avec eux. Ils acceptent sa proposition, percevant la sincérité dans ses mots. Soudain, Amadeus et Brandtag s'approchent pour informer Vendelin que, en reconnaissance de son geste, ils recevront une somme importante d'argent, et qu'il héritera de l'auberge de son maître. Finalement, Vendelin se retrouve à dîner seul dans la grande demeure, contemplant son désir de partager sa nouvelle richesse. Il regarde la liste des noms des membres de son groupe, chérissant les amitiés qu'il a construites et anticipant les aventures qui l'attendent. Vendelin décide d'emmener ses compagnons à l'arrivée du mariage d'Eric, qui doit avoir lieu pendant les vacances d'été de l'académie. Il voyage à bord d'une aéronef magique avec Brandtag, qui sert de guide et se dirige vers la capitale. Pendant le voyage, Louise s'habille de manière extravagante, dans l'espoir d'attirer l'attention d'un noble lors du mariage. Cependant, elle trébuche et s'appuie sur Erwin, qui, nerveux, saisit une barre, craignant que le vaisseau ne s'écrase. Brandtag apparaît à bord pour rendre compte de la situation de leur domaine, rassurant Louise que les vaisseaux magiques sont sûrs. Cependant, il évoque la menace potentielle d'un dragon géant, puis tout à coup, une version non morte d'un ancien dragon les entoure. Un dragon squelettique émerge et attaque le navire, provoquant la panique chez les passagers. Le capitaine leur assure que Brandtag gérera la situation. Mais Brandtag explique qu'il ne peut pas utiliser la magie sacrée contre le dragon. Au lieu de cela, il ordonne à Vendelin de relever le défi pendant qu'il protège le navire. Vendelin accepte le défi et affronte le dragon, utilisant sa magie sacrée, pour le vaincre avec l'aide de Brandtag. Il place les os du dragon, y compris un gisement rouge de son thorax, dans le sac sacré. De retour sur le navire, Vendelin exprime son désir de faire un achat dans la capitale. Cependant, Eriterio, un ami marchand de Brandtag ayant une influence politique, arrive et explique qu'il pourrait être compliqué pour lui de faire un tel achat. À leur arrivée dans la capitale, les étudiants sont impatients d'aller faire du shopping. Brandtag s'excuse, laissant Eriterio aux commandes. Soudain, une armée s'approche, et un chevalier exprime sa gratitude à Vendelin pour son courage à avoir vaincu le dragon. Il informe Vendelin que le roi attend avec impatience sa présence. Ils sont rapidement escortés vers un carrosse qui les transporte au château. Une fois là-bas, les autres étudiants partent visiter Erich, laissant Vendelin et Eriterio seuls. Dans les grandes salles du château, le roi exprime sa sincère appréciation à Vendelin, lui accordant le prestigieux titre de baronnet, ainsi que la médaille du dragon jumeau. Vendelin promet solennellement sa loyauté au roi dans le cadre de la cérémonie. Pendant ce temps, chez Erich, Brandtag discute du nouveau statut de Vendelin avec les autres étudiants. Il explique que dans la lignée Baumeister, le rang le plus élevé atteint est celui d'un chevalier, ce qui signifie que Vendelin dirige désormais une nouvelle branche familiale. Les étudiants ressentent une pointe de tristesse, inquiets que cette nouvelle responsabilité. Cela pourrait entraver les aventures de Vendelin. Cependant, Brandtag rassure en expliquant qu'avec aucune propriété foncière, Vendelin reste libre de poursuivre ses aventures, ce qui remonte le moral de tous.
De retour au château, le processus de vente des biens commence, ce qui mène à un désaccord sur la part équitable de Vandelin dans le produit. Le maréchal Lord Edgar et le commissaire Lord Ruckner négocient sur la valeur des os de dragon et des pierres magiques. Cependant, le cardinal Hohenheim intervient, révélant le statut honoré de Vandelin en tant qu'émissaire de la lumière, résolvant rapidement le conflit. Eriterio ajoute que le cardinal est un individu avisé, qui anticiperait des faveurs en échange de son soutien. En quittant le château, Vandelin croise un homme qui tente de le recruter comme officier, mais il est stoppé par les gardes du royaume. Eriterio lui conseille de s'habituer à cette attention, car être baronnet attirera de nombreuses offres d'emploi et des propositions de mariage, ce qui peut être épuisant. Le lendemain est le mariage d'Erich, où Vandelin rencontre ses frères Erich, Paul et Helmut. Erich révèle que leur famille n'a pas encore reçu de cadeau de mariage, car il manque de fonds pour un présent extravagant. De plus, la famille Baumeister sert de vassaux au duc de Blechroeder, qui est censé fournir une aide financière. Cependant, les Baumeister sont incapables de rembourser leur dette au duc. Éprouvant de l'empathie pour son frère, Vandelin propose de fournir les cadeaux de mariage, bien qu'il trouve les responsabilités de la noblesse lourdes et écrasantes. Plus tard, Eriterio présente à Vandelin un pot de riz fondu avec du koji, supposant que Vandelin a l'intention de l'échanger. Cependant, Vandelin surprend tout le monde en les téléportant chez lui, déclarant que c'est leur nouvelle résidence. Il leur apprend ensuite à préparer du miso avec le koji. Alors qu'il savoure le délicieux miso, Vandelin se remémore ses jours en tant qu'employé de bureau, réfléchissant à la distinction entre fermentation et putréfaction. La journée se termine avec Vandelin servant joyeusement sa famille et ses amis. La scène se déplace vers le cardinal Hohenheim, qui convoque sa petite fille Élisée. L'informe qu'il a choisi son futur mari. Après la cérémonie à l'église, le cardinal Hohenheim invite Vandelin à offrir un signe de gratitude. Suite à cela, Elise Katharina von Hohenheim, la petite fille du cardinal, entre et se présente. Vandelin remarque ses capacités magiques, en particulier son expertise en guérison sacrée. Magie, qui lui a valu le titre de Saint Hohenheim dans la ville. Surprisingly, le cardinal révèle son désir que Élise se marie, mentionnant ses nombreux prétendants. Vandelin suggère en plaisantant de les rejoindre, mais le cardinal le prend au sérieux et organise rapidement leur fiançailles, démontrant son sens politique. Plus tard, le cardinal discute des fiançailles avec son majordome, révélant que il avait auparavant obtenu l'approbation du roi. Il reconnaît également le don significatif de Vandelin, indiquant sa compréhension de l'influence de l'Église. Pendant ce temps, Vandelin, déguisé en Joker, partage la nouvelle de ses fiançailles avec ses amis. Il réalise qu'il n'existe pas de mariage romantique pour les nobles. Et parmi eux, les mariages d'amour sont rares. La femme de son frère l'aide avec son costume de clown tandis que Vandelin prend la rue dans son déguisement de Joker pour éviter d'être reconnu. Le gars au cœur brisé souhaite juste voir les sites de la capitale sans aucune perturbation. Cependant, un lancier le remarque et l'identifie, provoquant une commotion. Les gens commencent à le reconnaître et une foule se rassemble. À son grand désarroi, alors pour échapper à la foule accablante, il se téléporte loin. De retour à leur auberge, Vandelin se plaint à Erwin et Eric d'avoir été reconnus. Erwin suggère de l'embaucher comme garde du corps, et il accepte, en faisant de lui son bras droit. Plus tard, Vandelin se téléporte à la maison du cardinal où il rencontre Élise. Il monte sur le toit pour avoir une conversation privée, afin de mieux la connaître. En réalité, il veut lui demander son avis sur leur fiançailles, car il ne veut pas finir sa vie dans un mariage malheureux. Heureusement, lorsqu'il lui demande son consentement, elle lui répond que elle est plutôt heureuse de cet arrangement, ce qui le satisfait. Le soir, de retour au manoir de Vandelin, il informe les filles de son nouveau travail, suscitant leur intérêt pour être engagées aussi. Cependant, Erwin se moque d'elle en disant qu'elle deviendrait ses subalternes, ce qu'elle refuse catégoriquement. Au lieu de cela, elle suggère avec malice de devenir les concubines de Vandelin. Louise commence à dessiner des vêtements, expliquant à Ina que devenir la concubine de Vandelin pourrait lui offrir des opportunités pour ouvrir une école et gagner la reconnaissance de sa famille. Inspirée par cela, Ina se joint à la discussion. Entendant le débat des filles sur les vêtements, Vandelin reçoit une invitation pour un rendez-vous avec Élise. Le lendemain, ils partagent un déjeuner ensemble, et après le repas, le majordome suggère qu'en tant que gentleman, Vandelin devrait envisager d'offrir un cadeau à Élise. Gêné, Vandelin acquiesce, et il visite une bijouterie pour regarder des bagues de fiançailles. Vandelin est surpris par les prix élevés, mais après mûre réflexion, il sélectionne une bague de fiançailles spécialement conçue, avec une pierre magique, au prix de 300 pièces d'or. Pendant la promenade en carrosse, Élise suppose que Vandelin a choisi la bague, parce qu'elle lui permet de stocker du mana dans la pierre. Cependant, Vandelin la flatte en disant qu'il l'a choisie parce qu'il pensait qu'elle était parfaite pour elle.
Flattée par sa sincérité, Élise est touchée lorsque Vendelin infuse la pierre de mana, la faisant briller et révélant l'univers intérieur. Pendant ce temps, le cardinal demande l'avis de son majordome sur Vendelin. Le majordome franc dit que Vendelin a traité Élise comme une fille ordinaire. Et ils ne peuvent pas prédire ses pensées. Alors que la journée touche à sa fin, Vendelin, étant un travailleur dans l'âme, réfléchit au fait que le déjeuner aurait été bien meilleur avec de la sauce soja. Dans leur manoir, le groupe discute de leur stratégie, nommée Opération Concubine. La séduction, qu'ils prévoient de reprendre à leur retour à l'académie, la voyant comme un moment opportun puisqu'Élise est dans la capitale. Pendant ce temps, une fille entre et profite de l'occasion pour s'enquérir de Vendelin auprès de ses amis. Pendant que Vendelin lui-même reçoit une tâche du roi pour soumettre un autre dragon, le considérant comme un travail de serviteur subalterne. Ailleurs, un chevalier explique la situation désastreuse du royaume. Il y a des fournitures insuffisantes, pourtant ils doivent affronter un dragon ancien. Seuls les mages peuvent résister au souffle de feu du dragon, et ils sont rejoints par Armstrong, le magicien du palais, un grand mage musclé et enthousiaste, qui jure de vaincre rapidement le dragon ancien. Ils volent vers la garnison militaire à la frontière de la prairie de Palkenja. Entre-temps, Eric explique qu'alors que Vendelin se prépare à vaincre le dragon, son armée doit s'occuper des monstres enragés. Comme il manque d'un commandant officiel, il nomme Erwin, le bras droit de Vendelin, pour les diriger, tandis que Vendelin s'attaque au dragon. Il est révélé que le palais l'a choisi intentionnellement pour cette tâche afin d'éviter de lui accorder de vastes terres en récompense. En tant que noble de la robe, les récompenses seront réglées par des médailles et de l'argent. Alors que plusieurs hommes arrivent à la porte prêts au combat, Erwin les conduit nerveusement sur le champ de bataille. À la tombée de la nuit, Louise, Ina et Erwin ressentent le poids de l'anticipation pour leur premier combat contre les monstres. Leurs inquiétudes augmentent lorsqu'Élise arrive à l'improviste. Il s'avère qu'on l'a appelée pour l'aider à guérir, mais elle devient triste en apprenant que Vendelin est parti affronter le dragon. Le lendemain matin, Armstrong, Brandtag et Vendelin arrivent sur le champ de bataille. Armstrong porte une armure magique et affronte le dragon, le maîtrisant rapidement. Cependant, l'armure pompe rapidement sa magie, ce qui comporte un risque s'il la vide complètement. Il se concentre donc sur la retenue du dragon, permettant à Vendelin de porter le coup final. D'un coup décisif, il vainc le dragon. Et Vendelin range ses restes dans son sac magique. Brandtag suggère de vendre les parties du dragon, mais Vendelin et Armstrong l'avertissent de la menace imminente de nouveaux monstres. Pendant ce temps, les garçons prennent le petit déjeuner avec Élise lorsqu'un soldat arrive avec des nouvelles de la victoire de Vendelin sur le dragon, et les soldats se préparent à retourner. Bien que soulagés, leur joie est de courte durée lorsqu'ils apprennent le nombre écrasant de monstres sur les lignes de front. Lorsque le mana d'Élise s'épuise, elle le régénère avec le gemme de sa bague. En réfléchissant à l'affirmation précédente de Vendelin sur le fait de prétendre être un héros, elle réalise que, s'il peut rassembler du courage, elle le peut aussi, même dans les moments de mana épuisés. Continuant à s'occuper des médicaments, Élise écoute les soldats faire l'éloge de Vendelin, parlant de lui en des termes élogieux. Un matin, un soldat arrive au camp en mentionnant le nom de famille de Vendelin, ce qui fait paniquer Élise et la pousse à courir le voir. Cependant, elle découvre que c'est son frère, épuisé sur le sol. Soudain, Vendelin apparaît à ses côtés, et la surprise la fait s'évanouir. Lorsqu'elle reprend conscience, Vendelin lui assure que tout était un succès, grâce à ses éloges à son sujet. Elle confesse qu'elle sait qu'il n'est pas un héros, ce qui lui arrache un sourire. Quelques instants plus tard, l'excité Armstrong se précipite pour embrasser Élise, révélant qu'il est son oncle. Finalement, tout le monde se rend au manoir dans la capitale. Les filles s'inquiètent que le plan soit en crise car Élise va vivre avec Vendelin. Lorsqu'Élise rend visite à Vendelin, elle suppose qu'il est déjà fiancé à Louise et Ina. Cependant, Vendelin demande si cela la dérange. L'idée de concubine, à quoi elle répond positivement. Soudain, Louise et Ina expriment leur désir de l'épouser, et il accepte. À l'approche du mariage d'Helmut, les frères très religieux de Vendelin lui rappellent que la nation surveille de près ses actions. Ils évoquent un tournoi à venir où il devra se fier uniquement à ses compétences à l'épée, sans magie. Cette nouvelle rend Vendelin nerveux car il a l'habitude de compter sur la magie, et il est pratiquement inutile sans elle. Pendant leur entraînement, la capacité des filles à renforcer leur compétence avec la magie leur permet de vaincre Erwin, qui réagit de façon théâtrale. Ils remarquent Vendelin voler au-dessus de leur tête, et Ina mentionne sa rencontre avec le cardinal plus tard. Une discussion avec Brandtag après, les gars parlent des détails du tournoi. Brandtag souligne l'importance de gagner pour éviter l'embarras. Elle suggère que les filles s'entraînent sans magie, et Erwin réalise qu'il doit améliorer son niveau après l'avertissement doux de Brandtag. U dîner, ils apprennent que Warren, le précédent gagnant du tournoi, ne participera pas cette fois. Vendelin se sent mieux en sachant cela, car son principal objectif, c'est d'éviter de se sentir embarrassé pendant le tournoi. Brandtag annonce la nouvelle qu'Élise rejoindra leur groupe d'aventuriers, apportant de la joie. Tout le monde, même si elle ne participera pas au tournoi.
Erwin, cependant, se sent mal à l'aise en étant le seul membre sans capacité magique. Vandelin les surprend en déclarant sa détermination à gagner le tournoi. Le lendemain, ils s'entraînent tous avec rigueur, Erwin se concentrant particulièrement sur le fait de se démarquer. Lors d'une pause repas, Vandelin révèle la nouvelle que Warren participera effectivement. Car le roi veut qu'il gagne pour remplir une exigence pédagogique. Cette nouvelle ajoute à l'anxiété d'Erwin, l'incitant à demander si Vandelin le mettrait à la porte du groupe s'il perd. Vandelin le rassure, révélant qu'Élise s'entraîne également en secret en raison de sa peur de décevoir, ce qui aide Erwin. Réalise que même ceux qui ont de la magie peuvent se sentir nerveux. Il s'excuse auprès des filles et reprend l'entraînement. À mesure que le jour du tournoi approche, Élise surprend les garçons avec de la nourriture, tandis que Vandelin, épuisé, s'endort debout. Quand vient son tour de combattre contre Warren, il rassemble sa détermination. Savoir qu'il doit faire de son mieux malgré l'adversaire redoutable. Warren assène un coup décisif à Vandelin, le faisant tituber en arrière vers Brandtag et Armstrong, qui sont plus des spectateurs que des supporters à ce stade. Suite au retour de Louise, presque arrivée aux préliminaires, Yenna se retrouve face à Roderich, un utilisateur de lance obstiné et agaçant. Avec Vandelin, et un recrue pleine d'espoir pour son groupe. À sa grande surprise, elle perd malheureusement et rejoint Vandelin et Louise. Partageant des confidences sur Roderich, un marchand et comptable habile. Remarquant Vandelin s'assoupir, Élise s'excuse pour son absence, révélant son rôle surprenant en tant que chef du repas. Pendant ce temps, Erwin passe à la dernière étape, prêt à défier Warren. Malgré son manque de magie, les filles conseillent à Erwin de reconsidérer, craignant qu'il ne soit surpassé. Cependant, Erwin reste déterminé, inspiré par les notes d'encouragement laissées par Vandelin sur leur repas. Avec un nouveau sens de la confiance, il prend une bouchée de nourriture et décide de se battre pour ne pas décevoir son ami. Plus tard, nous voyons Warren entraîner Erwin et Yenna, aux côtés de Roderich, laissant entrevoir leur succès futur. Pendant ce temps, Vandelin rejoint Louise alors qu'il se prépare à s'entraîner avec Armstrong, leur instructeur d'arts martiaux. Au fil du temps, des rapports fiscaux arrivent pour le père de Vandelin, qui les transmet rapidement à Kurt. Pendant cette période, la femme de Kurt et son fils Karl lui rendent visite, mentionnant l'intérêt de quelqu'un à discuter de Vandelin, ce qui met Kurt en colère. Plus tard, il reçoit une lettre anonyme, lue par sa femme, disant que Vandelin explore actuellement des ruines anciennes. Pendant ce temps, Vandelin et ses amis se réjouissent car 3 ans ont rapidement passé, marquant leur passage à l'âge adulte et leur liberté des obligations nobles. Ils ont embrassé la vie d'aventuriers et partent pour leur première mission, libérés par leurs liens aristocratiques. Cependant, leur enthousiasme est tempéré lorsque Brandtag arrive avec une lettre du roi, chargeant Vandelin d'une expédition vers des ruines anciennes, un écho inattendu de leur passé. En route vers les ruines, il s'interroge sur la présence de Brandtag, apprenant que le roi lui a assigné la tâche de superviser leur voyage. Étant donné l'histoire des aventuriers n'étant pas revenus de les ruines, des soupçons se lèvent sur un dragon rôdant. Engagés à honorer leur nom, les tueurs de dragons, ils se sentent obligés d'enquêter. S'aventurant plus profondément dans les anciennes ruines, ils activent sans le savoir un piège magique astucieux, issu d'une civilisation oubliée depuis longtemps. En un instant, ils se retrouvent transportés aux profondeurs des ruines. Accueillis par une inscription avec un message cryptique et inversé. Brandtag, leur guide, explique la situation désespérée. Ils doivent monter à travers les ruines labyrinthiques pour s'échapper. Cependant, leur méconnaissance des lieux rend la téléportation inutile, les laissant sans autre choix que d'entreprendre l'escalade difficile. En naviguant dans un escalier en colimaçon, ils finissent par arriver à un corridor faiblement éclairé menant à une vaste chambre remplie de golems, des gardiens de pierre animés des ruines anciennes. Alors que la porte se scelle derrière eux, les golems prennent vie, leur mouvement mécanique signalant une attaque imminente. Mené par Vandelin, le groupe monte une vaillante défense, s'assurant qu'il conserve ses réserves magiques pour les épreuves à venir. Au milieu du chaos, ils tombent sur les restes squelettiques d'aventuriers précédents. Un rappel sinistre des dangers qui se profilent. Leur voyage se poursuit alors qu'ils avancent, rencontrant d'autres golems par un autre escalier. Pendant ce temps, à la cour royale, le roi consulte Armstrong, exprimant une inquiétude croissante sur l'absence prolongée de Vandelin et la rapide propagation de fausses rumeurs à son sujet. Des sourires malveillants d'un groupe de courtisans laissent entendre une intention malicieuse envers les partisans de Vandelin. Le baron Ruckner émerge comme le cerveau derrière la tromperie, complotant pour élever les enfants de Kurt comme héritiers en orchestrant la chute de Vandelin. Au plus profond des ruines, le groupe persiste, engagé dans une bataille sans relâche contre les golems, leur endurance étant mise à l'épreuve alors qu'ils prennent des pauses brèves pour se reposer à tour de rôle. Soudain, ils tombent sur une chambre apparemment vide. Seulement pour qu'un majestueux dragon de gemmes s'éveille au centre. À un moment critique, avec Ina prise au piège par les golems et les réserves magiques d'Élise en train de diminuer,
Vandelin imagine un plan pour combiner sa magie avec celle de Brontac. Malgré leurs efforts, ils se retrouvent incapables de vaincre les défenses formidables du dragon, leur mana s'épuisant rapidement. Sentant leur situation désespérée, Louise intervient, agissant inaguerrie avant de lancer un sort de lumière radieuse sur Vandelin. Dans un moment d'intimité inattendue, leurs lèvres se rencontrent dans un baiser, déclenchant une vague de pouvoir qui leur permet de vaincre le dragon. Épuisés, ils s'effondrent, seulement pour se réveiller plus tard, dans un lit et leur épreuve semble terminée. Alors qu'ils reprennent connaissance, Vandelin surprend les filles discutant du sort peu conventionnel d'Élise. Bien qu'elles reconnaissent que le baiser était inutile, elles comprennent le sentiment derrière ses actions. Par la suite, Vandelin et Élise s'aventurent dans une bibliothèque au sein des ruines, où ils retrouvent Brontac. Il les éclaire sur l'origine des ruines, révélant qu'elles ont été construites par le comte Hickelberg, un puissant magicien déterminé à préserver son héritage. En explorant davantage, il rencontre une collection de navires anciens servant de cœur magique. En activant un levier, il déverrouille une trappe cachée, dévoilant un refuge mystérieux dissimulé dans les profondeurs des ruines. À leur retour au château, ils commencent à trier leurs découvertes et apprennent que le roi a l'intention d'acheter tout, sauf le cercle magique que le mage achètera. La somme que le roi leur offre à chacun, un montant incroyable de 2 millions de pièces d'or, laisse Vandelin stupéfait. Plus tard, avec Armstrong, Vandelin partage son plan de quitter la capitale et partir à l'aventure à Regberg. Armstrong accepte, promettant de découvrir la personne derrière les rumeurs concernant Vandelin. Bien qu'étonné par cette révélation, il apprend qu'une avancée attire souvent la jalousie. Le groupe décide collectivement de refuser l'offre de 2 millions de pièces d'or chacun, préférant donner leur gain à Armstrong. Par conséquent, Vandelin se retrouve avec une somme importante de 10 millions de pièces d'or, anticipant que cette richesse nouvellement acquise pourrait causer d'autres problèmes. Pendant ce temps, chez le frère du responsable financier, un rassemblement de détracteurs de Vandelin se forme en apprenant qu'il a survécu. En nourrissant leur animosité envers lui, ils commencent à comploter sa disparition à nouveau. À ce moment, une silhouette mystérieuse encapuchonnée est vue en train d'observer Vandelin et le groupe. Pendant qu'ils profitent de leur repas, ils mentionnent leur intention de quitter le manoir. Le soin de quelqu'un de confiance, réalisant le besoin de loyauté. Après quelques délibérations, ils décident d'engager Roderich pour le rôle, car il est souvent le gars le plus négligé et ignoré de leur équipe. Ils lui offrent le poste avec un gâteau, et Roderich, se disant noble, l'accepte avec empressement. Plus tard, Louise détecte la présence de la silhouette encapuchonnée et alerte les autres. Roderich suggère que Vandelin devrait quitter la capitale pour découvrir la personne derrière les rumeurs de sa disparition, mais Vandelin est déterminé à agir. La silhouette encapuchonnée est révélée être une fille. Par la suite, le groupe se rend à la guilde de magie, où leur guide les conduit à Luca Gotz-Beckenbauer, le directeur du laboratoire. Vandelin demande à utiliser le cercle magique de Luca, qui a la capacité de matérialiser tout ce qu'on imagine. Pendant le processus, Luca fait une remarque sur les avantages de cette condition, ce qui entraîne un moment gênant pour Vandelin et de la confusion chez les filles. Lors de leur deuxième tentative, ils se cachent tous, et Vandelin parvient à matérialiser l'objet qu'ils désirent juste devant eux. Après leur retour au manoir, Vandelin organise une réunion pleine de gratitude. Roderich dévoile la source de la rumeur, le frère du responsable financier. Cela pousse Vandelin à lancer une enquête. Pendant ce temps, l'observateur encapuchonné assiste au festin, y compris le ton magiquement conjuré par Vandelin. Intriguée, elle fait irruption dans le manoir, provoquant une agitation. Malgré ses tentatives pour le protéger, elle confronte Vandelin et se met à dévorer la nourriture. Edgar arrive, présentant l'intruse comme Wilma Edel von Asgahan, sa fille, qui se propose comme garde du corps ou concubine. Brontac précise sa condition, le syndrome du héros, qui augmente magiquement sa force. Vandelin révèle alors son projet de déménager à Breitberg pour la chasse, mais Edgar lui fait une révélation sur la chasse aux monstres là-bas. Le duc s'approche également de Vandelin avec une demande. La scène change pour la femme de Kurt, qui révèle le plan de son beau-frère à son mari. L'avidité de Kurt l'inquiète. Cependant, elle est surprise de voir Vandelin et les autres enfants dehors, à la fenêtre. La scène se déplace à la maison des parents de Vandelin, où il boit, à contre-cœur, le thé insipide et infâme qui lui rappelle ses mauvaises périodes. Son père, Sir Arthur, révèle qu'il y a 15 ans, le duc de Blackroder a mené une armée dans la forêt enchantée à la recherche d'un remède magique universel. Malheureusement, ils ont fini par mourir et Alfred Rainford faisait également partie de cette armée. Brontac explique que les corps de ces soldats tombés sont devenus des morts vivants. Des zombies en particulier. Il ajoute que le duc lui a confié, ainsi qu'à Vandelin, la tâche de purifier tous les morts vivants avant qu'ils ne deviennent des morts vivants supérieurs, comme des liches, car les zombies se trouvent sur leur terre. Arthur a droit à 30% de tout profit tiré des matériaux des zombies.
Mais Kurt exige avidement 50% et essaie d'insister pour que les zombies et leurs biens soient laissés dans la forêt au lieu de recevoir des funérailles appropriées. Kurt prétend que leurs soldats étaient pauvres et qu'ils avaient déjà eu leurs funérailles. Il devient clair que Kurt est fou, mais Elise intervient dans la conversation et dit qu'elle sera plus qu'heureuse d'aider à conduire les funérailles à nouveau après purification. Kurt, agacé, la taquine en disant qu'elle fait tout cela pour la gloire. En entendant cela, Erwin perd patience et il crie à Kurt d'arrêter toutes ces bêtises. Une dispute s'ensuit entre eux, mais Vandelin apaise tout le monde et accepte humblement l'offre de son frère. Cependant, les filles sont furieuses de l'attitude de Kurt et elles défendent Vandelin en disant à Kurt que même s'il est le frère cadet, il reste un baron. Cela met encore plus en colère Kurt et Vandelin remarquent le changement chez son frère. Plus tard, Kurt commence à donner des ordres aux villageois pour travailler, mais il s'enquiert de Vandelin et de son travail de purification de leurs proches. Un vieil homme dit qu'il veut que le tueur de dragons purifie son fils décédé, mais Kurt ne montre aucune émotion. Il devient furieux et son assistant annonce que Vandelin n'est qu'un aventurier et qu'il ne restera pas longtemps en ville. La scène se déplace ensuite chez Kurt où Marlène, la femme d'Hermann, a préparé une tarte pour montrer son soutien à Vandelin. Elle lui dit que son grand-père est aussi un mort-vivant et il promet de lui rendre ses affaires. Elle suggère alors qu'il devrait être le seigneur du domaine, ce qui effraie Hermann parce que Kurt déteste Vandelin. Vandelin réalise l'animosité et la jalousie de Kurt envers son succès, et il est haï par les serviteurs et les villageois, qui préféreraient que Vandelin hérite du seigneurie. Le lendemain marque le début des efforts de purification, ce qui entraîne l'apparition des esprits. Avec l'aide d'Élise, Vandelin étend la portée de la purification, en construisant une barrière qui nettoie automatiquement toute undead qui la traverse. Malgré leurs efforts, le grand-père de Marlène reste insaisissable parmi les esprits. Soudain, un wyvern et un dragon apparaissent, poussant Wilma à les tuer avec sa hache, facilitant leur purification. Alors que d'autres monstres émergent, le groupe les affronte, en bataille, purifiant systématiquement chacun d'eux. Finalement, il se confronte au grand-père de Marlène, maintenant transformé en langue. Il s'informe sur sa petite-fille et Vandelin l'assure qu'elle est en sécurité avec une personne bienveillante. Cette assurance le réconforte et Élise procède à le purifier, lui permettant de retourner au village. En livrant les armures aux villageois, ils expriment leur gratitude. Cependant, l'ego fragile de Kurt le pousse à intervenir, insistant pour qu'il remette les armures aux forgerons en raison des pénuries de fer dans le domaine. Les villageois protestent, souhaitant honorer leurs défunts en utilisant l'armure pour leurs funérailles. Vandelin intervient, contrecarrant les tentatives de Kurt de s'emparer des armures en lui offrant plutôt un gros bloc de fer. Ce geste frustre Kurt et Vandelin est apprécié pour son intervention. Les villageois commencent à le considérer comme un potentiel leader pour le domaine. À son retour au domaine du duc, Vandelin reçoit des ordres pour retourner au village afin de superviser le tridé, les biens des villageois avant de les leur remettre. Dans le village, une cérémonie funéraire est organisée, avec Élise qui dirige les prières. Bientôt, des discussions sur l'absence de Kurt commencent et le maire, sous le nom de Mike Falls, écoute les conversations des villageois. Alors que les villageois se rassemblent, le groupe les divertit, attirant l'attention du maire, qui s'approche ensuite de Vandelin avec une proposition pour devenir le seigneur du domaine. Il révèle que cette décision correspond aux souhaits du palais. L'arrivée de Brandtag confirme l'approbation du palais concernant Vandelin en tant que seigneur des terres. En parallèle, la scène montre le roi se promener avec ses alliés en discutant d'une éventuelle succession concernant Vandelin. Brandtag emmène Vandelin à l'écart pour une conversation privée, s'approfondissant dans l'histoire de la région. De mauvais leadership caractérisé par l'incompétence et la corruption. Illustré par le comportement abominable de Kurt. Pour remédier à cette situation, le roi a élaboré un plan secret avec ses conseillers de confiance. Leur objectif est d'attirer Kurt pour qu'il attaque Vandelin, ce qui entraînera son arrestation et sa démission, libérant ainsi la voie pour que Vandelin accède au titre de seigneur. L'involvement du duc dans la mission de purification des non-morts a servi de distraction, comme distraction pour exécuter ce plan. Lorsque Vandelin demande à Brandtag au sujet de la divulgation retardée de ce plan, Brandtag le rassure, affirmant que le résultat aurait resté inchangé, peu importe les connaissances préalables de Vandelin. Vandelin exprime son inquiétude concernant les dangers potentiels du plan. Mais Brandtag offre des assurances, expliquant qu'il a été vigilant dans la surveillance de la situation et qu'il s'est même abstenu de boire pendant quelques jours pour maintenir une concentration optimale. Malgré ses doutes persistants quant à assumer le rôle de seigneur, Vandelin reconnaît les arguments de Brandtag concernant sa capacité d'influence, de pouvoir et des ressources financières, concédant qu'il pourrait en effet être le candidat le plus approprié pour diriger le développement de la région. Le lendemain, Vandelin parle à ses amis du plan du palais. Il le voit positivement et l'encourage à accepter les ordres sans trop réfléchir, comme il a tendance à le faire.
Peu après, Amélie et ses fils rendent visite à Vandelin, et dans son style habituel de charmant oncle magicien. Il les divertit avec des tours comme créer des boules d'eau et des mini arcs-en-ciel. En observant l'innocence des enfants, ses amis expriment de la pitié, sachant que, une fois leur père écarté de son poste, ils pourraient perdre leur titre de noblesse et risquer l'exil. Plus tard dans la nuit, Vandelin et ses amis dînent avec Herman lorsqu'ils sont surpris par des cris venant de l'extérieur. En enquêtant, ils trouvent un groupe de villageois mécontents en route vers le seigneur actuel, l'encourageant à nommer Vandelin comme son héritier. Sans se laisser troubler par l'idée de se faire repérer, ils montrent qu'ils ne sont pas satisfaits de la manière dont Kurt gouverne de façon injuste. Voyant leur sérieux, Vandelin demande un peu de temps pour régler le problème. Il les surprend en disant qu'il va rester plus longtemps, même si les gens disaient qu'il partirait bientôt. Brantag découvre que le chef du village est derrière les rumeurs et lui parle, lui disant qu'il ne devrait pas se mêler des plans des autres. Brantag admet que le chef a de bonnes intentions, mais lui rappelle que le palais n'aime pas que les gens agissent seuls. Reconnaissant l'avertissement, le chef du village promet de continuer à veiller sur le village et dit à Brantag de faire attention à une mêlée avant de partir. Alors que Brantag rentre au manoir, il trouve Vandelin plongé dans des pensées sur le destin potentiel de Kurt après son éviction. Son esprit se tourne vers la possibilité que Kurt fasse face à l'exil. Mais Brantag intervient, soulignant que le palais je n'hésiterai pas à faire taire Kurt définitivement. La réalisation pèse lourdement sur Vandelin, qui redoute la perspective de perdre son frère. Déterminé à intervenir, il décide d'aborder Kurt le lendemain matin. Lors de leur conversation, il propose une solution pragmatique. Il offre à Kurt un terrain en échange de prendre le rôle de seigneur en s'engageant à soutenir financièrement son développement. Le considérant comme une solution mutuellement bénéfique, Vandelin marque soigneusement le terrain non développé sur une carte. Cependant, la réaction de Kurt est loin d'être réceptive. Consumé par la rage, il déchire la carte en lambeaux, accusant Vandelin de manigancer secrètement pour s'emparer de son poste de prochain seigneur. Malgré le déni sincère de Vandelin et ses mises en garde concernant le mécontentement croissant parmi la population, Kurt reste en colère, ordonnant à Vandelin de partir immédiatement, en sortant des quartiers de Kurt. Il croise une mêlée et ses fils, qui demandent une conversation privée avec lui. Alors qu'il partage ses préoccupations avec une mêlée, exprimant son désir sincère d'un résultat heureux pour tous les concernés, Vandelin admet son incertitude quant à la possibilité d'atteindre un tel résultat. Elle, à son tour, révèle son attention unique sur la sécurité et le bonheur de les enfants, expliquant que sa proximité avec Vandelin provient du manque d'avenir de son mari. Curieuse de connaître le rôle potentiel de Vandelin dans la vie de ses enfants, elle lui demande s'il est prêt à devenir un beau-père. En réponse, Vandelin, ajoutant une touche d'humour, détourne la question en mentionnant ses engagements avec diverses femmes. Suite à ses rencontres avec Kurt et une bagarre, il se retrouve confronté à l'incertitude quant à ses prochaines étapes. Cependant, au milieu du bonheur de faire de la mayonnaise avec ses amis, Vandelin décide de assumer le rôle de seigneur après mûre réflexion. Prendre le titre de lord après mûre réflexion. Pourtant, il décide de le faire selon ses propres termes, rejetant les idées préconçues du palais, et optant pour une approche unique pour résoudre son dilemme. Déterminé à tenir son vœu de préserver des vies, Vandelin sollicite le soutien indéfectible de ses amis, qui promettent solennellement de rester à ses côtés. Avec leur solidarité soutenant sa détermination, il se lance dans une mission pour protéger le village. Le jour suivant se lève avec Vandelin et ses compagnons, transformant un coin du village en un mini-marché animé. Leur stand propose une variété de produits, allant de la mayonnaise adorée à de superbes vêtements et de rares bibelots sourcés exclusivement dans la capitale. Les villageois se rendent dans leurs magasins, captivés par la qualité supérieure de leurs offres, comparées aux marchandises de piètre qualité disponibles ailleurs. Cependant, le succès de l'entreprise de Vandelin suscite le mécontentement parmi les sbires de Kurt, qui supplient leur chef d'intervenir. Mais Kurt se sent impuissant face aux capacités magiques formidables de Vandelin. Et sa frustration se transforme en une rage impuissante. Alors que les sbires se dispersent dans la défaite, Vandelin saisit l'occasion pour les affronter, se manifestant devant eux avec ses amis, les entourant, prêts à répondre à leurs griefs. Le lendemain apporte une révélation rude pour Kurt lorsqu'il découvre que ses fidèles partisans ont été séduits par l'offre tentante de son frère d'un vacances payées dans la capitale, abandonnant Kurt dans le processus. Pendant ce temps, Vandelin se rend à la capitale pour se confier à Roderick, révélant sa stratégie pour diminuer l'influence politique de Kurt en séduisant ses partisans. Ensuite, il se lance dans la recherche d'un appartement. Les aspirations de Vandelin vont au-delà des manœuvres politiques. Il envisage un foyer paisible pour Amélie et ses deux fils une fois qu'il aura le titre de seigneur. Quant à Kurt, il prévoit de l'envoyer à l'église, un sanctuaire éloigné de l'emprise du palais.
À leur insu, Ruckner, nourrissant de malveillants desseins, manigance dans l'ombre. Le complot sournois de Ruckner se déroule alors qu'il envoie un messager à Kurt, qui le trouve seul sous la pluie, consumé par des pensées de vengeance après le succès de la corruption de ses sbires par Vandelin. Le messager présente à Kurt un cadeau de son maître, un objet prétendument légendaire, connu sous le nom de flûte du dragon, promettant qu'il l'aidera à tuer son frère magicien. Intrigué par l'acte soudain de générosité de Ruckner, Kurt demande au messager des explications supplémentaires. En apprenant son désir maléfique de revendiquer les terres non développées, Kurt réalise la potentielle alliance de leurs intérêts et accepte l'offre. Déterminé, il s'aventure dans la forêt où Vandelin et ses compagnons l'attendent. Alors qu'il s'approche seul, Brantag perçoit vivement sa nouvelle confiance, laissant entendre qu'il possède quelque chose de précieux. Sentant un changement dans la dynamique, Vandelin décide de confronter son frère, faisant passer leur rencontre pour une simple coïncidence. Cependant, Kurt reconnaît astucieusement la présence des hommes de Vandelin dissimulés dans les feuilles. Porté par une hostilité soudaine, il lance des insultes sans fondement à Vandelin, descendant progressivement dans un comportement erratique. Il affirme avec une touche de folie que, malgré les capacités remarquables de Vandelin, il ne peut pas hériter de la terre en raison de son ordre de naissance en tant que 8e fils. Dans une confrontation tendue, Kurt expose la flûte du dragon reçue de Ruckner, menaçant de la sonner si quiconque ose bouger. Brantag reconnaît immédiatement le statut légendaire de la flûte, comprenant sa capacité à invoquer une armée de dragons, une force avec laquelle leur groupe aurait du mal à rivaliser. Alors que les amis de Vandelin condamnent les actions imprudentes de Kurt, avertissant des conséquences désastreuses si les dragons devaient apparaître, Kurt rejette leurs préoccupations avec un rire moqueur, affirmant que les dragons épargneraient le porteur de la flûte. Malgré les appels sincères à la raison de Vandelin, Kurt renie sa famille et ses alliés, les qualifiant de traîtres. Il sombre davantage dans la folie, ignorant sans cœur le bien-être de sa femme et de ses enfants, et anticipant avidement la richesse qu'il pourrait obtenir de la disparition de Vandelin. Confronté aux déviances irrécupérables de son frère, la détermination de Vandelin à l'attaquer s'intensifie, seulement pour être accueilli par la menace moqueuse de Kurt de sonner la flûte. Cependant, le fanfaronnade de Kurt s'effondre, et il fléchit à la dernière minute, se délectant de la peur momentanée de Vandelin. Avec un rire cruel, il célèbre la vue de son frère magicien génial réduit à la terreur. Dans une ultime tentative désespérée, il accuse Vandelin de la mort imminente, proclamant que leur sang souillera ses mains pour avoir osé se porter candidat à la succession. Avec détermination, il porte la flûte à ses lèvres, prêt à invoquer sa puissance. Brantag, saisissant l'occasion, lance une attaque surprise contre Kurt. Mais à sa grande déception, la flûte déflecte l'assaut, laissant Kurt sourire avec assurance, sûr de sa victoire imminente. Alors qu'il souffle dans la flûte, le ciel s'assombrit, de manière sinistre, et des esprits fantomatiques émergent du sol. Cependant, à la surprise de tous, aucun dragon n'apparaît, les laissant perplexes. Malgré la trahison de son frère, Vandelin reste déterminé à l'aider. Mais l'intuition d'Ina la met en garde contre l'approche de Kurt, sentant une aura inquiétante émaner de lui. Elise détecte également l'énergie malveillante émanant des fantômes, ce qui fait réaliser à Brantag la vérité. Il se rend compte que Kurt ne possédait pas la flûte légendaire des dragons, mais avait en réalité manipulé la flûte des rancunes, un artefact sinistre capable d'invoquer des esprits vengeurs pour aider son utilisateur à mener une attaque suicidaire contre ses ennemis. Kurt, trompé par l'expéditeur de la flûte, avait inconsciemment déchaîné son pouvoir mortel sur lui-même et son entourage. Alors qu'il est possédé par les esprits vengeurs, sa colère envers Vandelin s'intensifie, alimentée par ses propres rancunes profondes fusionnant avec celles des fantômes. Ses yeux flambent de rouge de fureur alors que les fantômes convergent autour de lui, le transformant en une entité colossale et monstrueuse. Vandelin, paralysé par la peur, regarde avec horreur son frère se transformer en forme monstrueuse, Brantag l'encourageant à utiliser sa magie sacrée pour vaincre la menace rapidement. Cependant, submergé par la terreur, Vandelin se retrouve incapable d'agir, figé sur place. Elise avance bravement, protégeant Vandelin du assaut du monstre avec sa propre magie. Malgré ses efforts héroïques, ses pouvoirs seuls ne sont pas suffisants pour vaincre la créature redoutable. La lutte d'Elise ramène Vandelin à la réalité et il décide de la soutenir dans leur combat contre l'abomination monstrueuse. Ayant compris qu'il n'y a aucun espoir de sauver son frère des griffes des esprits vengeurs, Vandelin décide d'accorder à Kurt un départ paisible. En canalisant sa magie sacrée aux côtés d'Elise, il amplifie leur puissance combinée, déclenchant une éruption de lumière radieuse qui désintègre l'entité monstrueuse. Au cœur de l'explosion, Kurt, enfermé dans une capsule centrale, est projeté au loin avant de détonner au loin. Alors que la flûte des rancœurs tombe au sol, l'âme malveillante de Kurt prend son envol, cherchant vengeance contre l'homme qui l'a trompé. Pendant ce temps, dans la capitale, Ruckner célèbre son triomphe attendu. Croyant que Kurt s'est débarrassé de Vandelin et
à sécuriser l'accès à la précieuse terre non développée. Ses alliés applaudissent son plan astucieux, mais Ruckner reste méfiant envers la loyauté de Kurt, le rejetant comme un simple paysan. Soudain, l'esprit vengeur de Kurt brise la fenêtre de la chambre, se vengeant de Ruckner et de ses associés. Le lendemain, Vandelin arrive dans la capitale et rencontre Roderich en dehors du lieu de l'incident. Il apprend les événements horribles qui se sont produits, avec l'âme de Kurt responsable, des vies de Ruckner, des invités au parti et de leurs familles entières. Étonnamment, les victimes comprenaient 12 familles nobles, laissant une profonde empreinte sur le royaume. Bien que les prêtres aient purifié la malveillance de Kurt, la nouvelle du massacre se répand rapidement. Roderich met en garde Vandelin qu'il est maintenant dangereux pour Amélie et ses fils de rester dans la capitale, car leur association avec Kurt provoquerait de l'animosité de la part de la population, reconnaissant l'impossibilité d'une vie pacifique pour eux dans la capitale. Vandelin décide de les reloger ailleurs, regrettant son incapacité à offrir plus à sa belle-sœur. Plus tard, lorsqu'il rencontre Armstrong et Brandtag, il partage que Hermann a choisi d'abriter Amélie et ses fils au sein de leur famille pour l'instant. Réfléchissant à la situation, il exprime sa frustration face à la manipulation égoïste du noble, qui utilise les autres comme des pions, opérant dans l'ombre. Il maudit Ruckner et condamne les nobles alignés avec le roi, les qualifiant tous d'individus égoïstes. Cependant, Brandtag intervient, incitant Vandelin à introspecter et à reconnaître son propre statut de noble. Le poids des mots de Brandtag pèse lourdement sur Vandelin, le plongeant dans un profond état de chagrin qui dure de nombreux jours. Sensing son détresse, Élise observe son tourment intérieur et lui offre paix et réassurance, lui assurant qu'il n'est en rien responsable des actions des autres. Ces mots réconfortants apportent une certaine paix au cœur troublé de Vandelin, l'inspirant à rejeter la froideur de ses pères nobles et à s'engager à devenir une personne compatissante et bienveillante. Un souverain qui priorise le bien-être de son peuple. Encouragé par le soutien indéfectible d'Élise, il décide d'embrasser une voie noble. Des leaderships guidés par l'empathie et l'intégrité. Renforcé dans sa détermination, Vandelin part rencontrer le roi. Une fois ses affaires à la maison réglées. Impressionné par sa résolution rapide face aux morts vivants dans son territoire, le roi loue son courage et lui confie la terre en récompense. De plus, reconnaissant l'ampleur du développement de ces vastes terres, le roi offre à Vandelin une récompense supplémentaire et lui demande s'il désire autre chose. En réponse à l'offre du roi, il saisit rapidement l'opportunité. Proposer d'allouer 2 titres de noblesse vacants à des individus de son choix en échange de ses efforts pour développer la terre. Cependant, sa proposition rencontre une opposition farouche de la part de sources inattendues. Le Premier ministre, le général, et même un prêtre s'opposent strictement à la demande de Vandelin, la jugeant audacieuse et inappropriée. Il le réprimande pour sa prétendue impolitesse et exige qu'il retire immédiatement sa proposition. Le général va même jusqu'à remettre en question l'aptitude de Vandelin à superviser l'immense étendue de terre, suggérant qu'une moitié devrait être retirée de son contrôle. En revanche, le Premier ministre soutient que, bien que le général puisse avoir des intentions cachées, des motifs, des individus possédant des capacités magiques extraordinaires comme Vandelin sont essentiels au développement du pays. Au milieu de la querelle croissante, même le pape intervient avec son avis. Alimentant encore le débat houleux, le duc Amadeus finit par rejoindre le débat, s'alignant ouvertement avec la cause de Vandelin. Cependant, alors que des demandes égoïstes continuent de se répandre dans la discussion, Armstrong intervient, faisant taire les voix dissidentes et conseillant à Vandelin de retirer sa demande. Surprisingly, a steps forward, offering to take, chargé de la moitié des terres pour le développement en utilisant la magie. Cependant, le roi rejette sa demande, soulignant l'urgence de développer le territoire et la nécessité pour Vandelin de se concentrer uniquement sur la tâche. Reconnaissant l'importance primordiale du développement des terres, le roi accepte la demande initiale de Vandelin, lui accordant l'autorité de délivrer 2 titres nobiliaires et l'élevant au rang de comte. Au milieu de la tension, Armstrong signale subtilement son soutien à Vandelin, provoquant un clin d'œil complice entre eux. Bien que le roi ait vent de leur échange discret, il poursuit sa décision, reconnaissant le rôle de Vandelin dans le développement de la terre et lui accordant les titres souhaités. De retour chez lui après avoir reçu sa récompense, Vandelin partage avec Amélie son intention de conférer des titres nobiliaires à ses enfants lorsqu'ils atteindront leur majorité. Reconnaissante pour sa générosité, Amélie propose néanmoins qu'il devienne un père adoptif, mais Vandelin refuse poliment. Par la suite, il se plonge dans la tâche de développer son territoire en utilisant la magie, avec Erwin et Roderich l'aidant sur le terrain. Tandis que Vandelin cherche du repos après avoir déblayé des rochers dans une zone, Roderich le presse d'attaquer un autre site, l'incitant à faire sauter des rochers pour la construction d'une église. Vandelin apprend bientôt que le pape prévoit d'établir une église dans son
territoire en tant qu'accord conclu avec le roi. De plus, le duc, le général et le premier ministre ont l'intention d'ériger des maisons de vacances dans la région. Cependant, Vandelin n'a pas l'intention de céder les terres à ces personnes, car il prévoit d'y installer une usine de sauce soja à la place. Alors qu'il fait face à un flot de demandes de ses amis, il se sent comme au milieu d'un spectacle fou. Louise et Armstrong y arrivent comme une drôle d'équipe, l'entraînant pour leur entraînement régulier. Wilma s'excite pour une grande banane comme un enfant dans une confiserie. Ensuite, Ina demande un service, et Roderich insiste pour finir le travail. D'abord, ajoutant un tourbillon chaotique à la pagaille existante. Avec tout le monde qui l'assaille, Vandelin se sent pris dans une tornade. Décidant d'échapper à la folie, il rentre chez lui pour déjeuner. En prenant place pour un repas qui lui rappelle sa vie passée, il ne peut s'empêcher de rire de la folie de sa nouvelle vie noble. Après tout, qui aurait pu imaginer que être le 8e fils d'un noble pauvre viendrait avec une bande de copains aussi dingues dans des situations hilarantes. Et c'est la fin de l'anime. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, et abonnez-vous avec les notifications pour ne jamais manquer mes résumés. À la prochaine, prenez soin de vous.